Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission. Deux autres invités m'ont rejoint. Monsieur Antoine Seco, vous êtes économiste. Merci, monsieur Antoine Seco, de m'avoir rejoint pour cette deuxième partie. Merci, c'est gentil à vous. Jean-Bernard Bikim, un habitué maintenant de nos plateaux, universitaire, analyste, stratégiste. Merci Jean-Bernard Bikim de m'avoir rejoint. Merci également à André Yinda d'être resté avec moi pour cette deuxième partie consacrée à l'Union africaine et justement à propos de l'Union africaine, la transformation de l'Afrique en une vaste zone de libre-échange est l'une des solutions proposées pour favoriser l'intégration plus poussée du continent. Mais l'idée est loin de faire l'unanimité. C'est un sujet de la rédaction signé Birama Saonera. En Afrique, l'élargissement de l'espace économique et du marché par la mise en place d'une zone de libre-échange reste une alternative qui va favoriser le développement d'un partenariat sud-sud. Pour des observateurs, le commerce et l'industrie sont considérés comme le catalyseur du développement africain. Cependant, plusieurs obstacles se dressent face à la création de la zone économique sur le continent. L'absence de stabilité politique et sociale menace les flux de libre-échange. Le protectionnisme commercial des États reste aussi un handicap majeur à l'émergence des marchés communs en Afrique. Aussi, beaucoup de barrières tarifaires et non tarifaires entravent la libre circulation des biens et des services entre les États africains. Faisons sauter toutes les barrières qui entravent les échanges entre nos États et compromettent l'intégration de nos économies. Toutes choses indispensables à l'accroissement du volume et de la qualité de nos produits, leur permettant ainsi d'être résilients, compétitifs et de s'insérer efficacement dans le système commercial international. La zone de libre-échange continentale demeure un passage obligé qui nous mènera vers le marché commun africain, instrument qui renforcera notre capacité à négocier d'une seule voix notre partenariat avec les autres organisations. La mise en place d'un espace de libre-échange contribuera également à diversifier et transformer les économies des pays africains, améliorer l'allocation des ressources, réduire les prix et rendre l'Afrique moins vulnérable aux chocs commerciaux externes. Le rôle que doit jouer le Parlement panafricain, c'est prendre conscience et aider les pays, l'exécutif, à prendre conscience pour dire que le modèle que nous sommes en train de suivre ici ne nous amènera pas très loin. Et ne suivons pas ce modèle-là, prenons l'intelligence, mais appliquons ça ici. C'est ce que j'ai appelé le déviationnisme positif. La compétitivité des produits industriels devrait croître grâce à l'exploitation du potentiel des économies dans un marché continental plus vaste. Et l'intégration régionale du continent passe par des marchés régionaux avec des infrastructures efficaces pour attirer les investissements et améliorer l'accès à des produits et des services de meilleure qualité. Mais le continent africain fait face à d'énormes défis. Il s'agit entre autres des obstacles logistiques. De nombreux États ne disposent pas d'infrastructures suffisantes. Les besoins en infrastructures en Afrique sont estimés à 93 milliards de dollars chaque année. Jean-Bernard Bikim, le président Alpha Condé de la Guinée, président d'exercice de l'Union africaine, dit dans l'élément qui vient de passer, la zone de libre-échange est une nécessité absolue pour le continent. Vous êtes catégoriquement contre. Dites-nous pourquoi. Alors, je commencerai par un grand j'accuse. J'accuse successivement les présidents américains, européens, africains, occidentaux, Moussa Faki Mahamat, de la Commission de l'Union africaine, Donald Kaberuka, de génocide politique, économique, culturel, social, au regard de l'ensemble des travaux scientifiques, des connaissances produites sur ces questions sur lesquelles nous butons aujourd'hui. Vous abusez un peu des termes, mais peu importe. Expliquez-nous. J'assume. Alors, pour revenir sur la question que vous posez, qu'est-ce que c'est une zone de libre-échange ? C'est un espace économique au sein duquel plusieurs pays s'engagent à lever les barrières douanières qui freinent les échanges commerciaux ou de biens et de services, chaque pays gardant au passage sa liberté avec pour ses relations commerciales vis-à-vis des partenaires extérieurs à la zone. Oui. Si nous regardons le continent tel qu'il est depuis les conquêtes à ce jour, nous apercevons que cette définition que je viens de donner correspond à ce qui se pratique. Premier point. Sur le second point. À ce qui se pratique où? Si un espace économique, si c'est pour créer un espace économique, je reprendrai la formule
des pères fondateurs du panafricanisme et de l'école du groupe de Casablanca qui dit la chose suivante. Nous avons besoin d'un marché commun en Afrique avec une citoyenneté unique permettant à tous les Africains de circuler sur l'ensemble du continent. Et vous pensez que c'est déjà le cas? Un marché commun. Je vais en citer deux. Oui, très rapidement. En Europe, il y a eu l'AELE, qui est née avant l'Union européenne. Aujourd'hui, la zone la plus dynamique, c'est la zone ASEAN. C'est pas une zone de libre-échange, c'est une zone où nous avons des accords régionaux entre plusieurs pays d'une région, avec des taxes préférentielles entre les différents pays, parce que la question centrale qui se pose à nous sur ce problème-là, c'est les revenus des douanes que les pays vont perdre seront remplacés par quoi? Première question. La deuxième question à laquelle nous devons nous poser... Les revenus de douane seront remplacés par la fluidité, le gain sur la fluidité entre les États en termes d'échanges commerciaux, en termes d'échanges de services aussi. À l'heure actuelle, les échanges interafricains représentent quoi? Moins de 10%. Moins de 10%. Oh, 12%. 12%. Disent certains. 12%. Très bien. Très bien. Et c'est minime. En Europe, c'est 60%. En Amérique, c'est 40%. Et il repose essentiellement sur quoi? Sur les produits alimentaires. Oui. Très bien. Et le second problème auquel nous sommes confrontés, c'est les échanges extérieurs. Tout à fait. Ils créent les déséquilibres qui génèrent l'ensemble des tensions. Vous êtes contre la création d'une zone de libre-échange continentale, alors que c'est ce qu'on encourage déjà au plan régional. Je suis contre parce qu'il y a tromperie en la matière. Qui trompe qui? Lier l'existence d'une taxe par un contrat de libre-échange est une escroquerie intellectuelle énorme. Et celle-là, et sur ce point-là, je dirais, Alpha Condé est professeur, mais qu'il nous prouve maintenant qu'il est professeur. Et là, je peux vous le dire de façon claire, il ne gratifie ni Condé, ni Faki, ni Kaberuka, ne rendent service à l'État africain. Vous reviendrez tout à l'heure. Sortir des conneries pareilles, je dis, ça ne tient pas debout. Vous reviendrez tout à l'heure nous dire les risques spécifiques liés à cette zone de libre-échange. Monsieur Antoine Seco, quel est votre avis sur la question? Aujourd'hui, la réforme proposée au sein de l'Union africaine prévoit justement, et ça va être effectif d'ici octobre 2017, la création d'une zone de libre-échange de façon à ce que le Sénégalais puisse échanger avec le Kenyan, le Togolais puisse échanger avec l'Égyptien sans qu'il y ait de barrières douanières. Écoutez, quel est votre avis sur la question très rapidement? L'économiste que vous êtes? Je suis aussi un homme d'entreprise. Oui. Et je sillonne beaucoup la zone Afrique occidentale. Oui. Je dis effectivement que nous avons une confusion dans nos pays. À savoir, dans un pays, il y a la gouvernance économique, politique et sociale. Aujourd'hui, je suis d'accord avec ce que dit mon voisin d'à côté. Donc il ne faut pas de zone de libre-échange? Non, c'est pas ça. Je vais plus loin. Il dit quelque chose dans ce qu'il a dit, il y a des points où je me retrouve. Ça veut dire que dans un pays, celui qui crée la richesse, ce sont les entrepreneurs qui créent la richesse. Je prends un pays comme le Bénin, toujours originaire. Oui. Nous avons un pays à côté qui s'appelle le Nigeria, avec lequel nous avons 800 km de frontières communes. Oui. Et des populations les mêmes de chaque côté. Mais dans ce pays, au Bénin, qui fait partie du Conseil de l'Entente, qui fait partie de la CEDEAO, de l'UEMOA. Oui. Et je dis, mais il faut que les hommes politiques sachent que ce n'est pas leur rôle de créer de la richesse et de la valeur. Leur rôle, c'est de faire en sorte... Monsieur Seco, dites-nous, quel risque y a-t-il à ce que le Bénin puisse commercer librement avec le Nigeria, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana, parce que quand on crée... sans qu'il y ait de barrières douanières? Dites-nous très rapidement, pour que nos téléspectateurs qui nous suivent comprennent. Bien sûr, moi, aujourd'hui, quand je prends un pays comme le Bénin, à côté, il y a le Togo. Oui. Je suis désolé, mais je dis que ces pays-là doivent converger et que les hommes... D'accord, donc vous êtes pour la zone de libre-échange? Mais absolument. D'accord. Mais dans le sens où il faut que chacun assume sa responsabilité. Qu'est-ce que je veux dire? Quand les hommes politiques se retrouvent entre eux pour parler à la place des entrepreneurs, sans les associer à ce type de politique, c'est pourquoi on échoue. D'accord. Effectivement, du 1er au 4 mars 2017, il y a eu à Addis Abeba une réunion entre experts donc des 54 pays et aussi de la Commission économique pour l'Afrique, comme les experts de la Commission de l'Union africaine qui prévoient les modalités techniques de la mise en œuvre de cette zone de libre-échange. Monsieur Nyinda, dites-nous quel est votre avis sur cette question-là. Est-ce que vous pensez effectivement que faire tomber les barrières douanières comporte trop de manque à gagner pour les États spécifiquement et de façon isolée?
Écoutez, moi, je ne suis pas fanatique des idéologies ou bien des positionnements d'ordre idéologique. Je les connais et je les ai pratiqués d'une certaine manière et je suis devenu extrêmement sceptique par rapport à ça. C'est une réponse un peu au premier intervenant, M. Bikim. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que moi, je suis de penseur libéral, je suis plutôt favorable, évidemment, à cette zone de libre-échange parce que d'une certaine manière, même sur le plan politique, c'est une reconfiguration du panafricanisme par d'autres moyens. Je pense que ça a tout à fait son intérêt. Mais la principale raison que je voudrais donner ici, est liée en fait à la configuration du tissu économique africain. Quand vous voyez la mosaïque d'espace économique qui est d'une fragilité et d'une volatilité telle que, pris isolément, ça ne représente pas grand-chose. C'est connu et reconnu. Et donc, évidemment, quand on a une zone de libre-échange beaucoup plus large, beaucoup plus étendue, avec plus d'acteurs, et plus de diversité, on a plus de force et de capacité à répondre, ou en tout cas à compétir avec les autres zones de concurrence. La seule chose qui me semble fondamentale, c'est évidemment de bien articuler tout cela pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre même au sein de cet espace de libre-échange et pour qu'évidemment, quand on parle à d'autres zones, qu'on le fasse d'une seule voix. Monsieur Bikim, dites-nous très rapidement, alors une question simple et pragmatique. On demande aux États africains de densifier leur tissu industriel. Comment peut-on, quand vous prenez les pays isolément, densifier le tissu industriel sans qu'il y ait un marché commun, sans qu'il y ait une zone de libre-échange? Vous imaginez un pays comme le Togo, le Burkina Faso ou le Niger créer des industries pour le seul marché nigérien, togolais ou burkinabé? Alors, je vais commencer par répondre à monsieur... Mais très rapidement, vous savez que dans politicien, on n'a pas assez de temps. Très rapidement. Le politologue qui est plutôt, je dirais, un communicateur, quand je parle, je fonde mes propos sur la science. Vous dites que vous êtes libéral. J'aimerais que vous me dites ce qu'a produit la crise de 29, ce qu'a produit la crise de 2008. Vous êtes libéral. Et je vous renvoie d'ailleurs, sur les travaux comparatifs d'Aoki sur le modèle libéral et le modèle social-démocrate. Alors, pour en finir... Ça, c'est ce qui est de la théorie. Pour en finir, non, c'est de la pratique, c'est pas de la théorie. D'accord. Dans la science, il y a les approches théoriques, il y a les approches empiriques, il y a les approches opérationnelles. Là, je suis dans l'opérationnel. Aujourd'hui, notre continent souffre parce que nous avons des gens comme ça, justement, qui continuent à blablater, à balancer des mots qui ne cadrent pas. D'accord. Je reviens sur le fond. S'il vous plaît. On nous parle d'échanges intra-africains. Oui. J'aimerais que chaque pays puisse définir quel type d'échange quel type d'échanges seront mis en place, d'une part, et d'autre part, quels sont les secteurs qui seront concernés. C'est une question... Mais tous les secteurs, lorsqu'il y a libre-échange, tous les secteurs sont concernés. À l'heure actuelle, l'ensemble des pays africains se font concurrence sur un seul secteur. Un seul secteur, c'est l'agriculture et l'agro-industrie. Il n'y en a pas d'autre. Mais ça ne veut rien dire, l'agro-industrie. C'est très varié. Il n'y en a pas d'autre. Oui. Donc, tous les autres secteurs sont des secteurs sur lesquels les pays africains sont dépendants. Vous parliez tout à l'heure de la dépendance. Oui. Je prends un cas très simple. Oui, entre le Gabon et le Cameroun, quels sont les principaux échanges qu'il y a? Sur l'agriculture et sur la main-d'œuvre. Oui. Point barre. Entre le Gabon et le Sénégal, quels sont les échanges qu'il y a? Essentiellement sur la main-d'œuvre. Je peux continuer comme ça. Oui, je peux continuer. Maintenant, sur le fond. Mais répondez à ma question, s'il vous plaît. Nous demandons aux États africains de densifier leur tissu industriel, de se développer. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'industrialisation est présentée comme l'une des solutions pour avancer, pour se développer. Comment voulez-vous que les pays isolément adoptent une politique industrielle s'il n'y a pas une zone de libre-échange? C'est simple, expliquez-nous, s'il vous plaît. On demande aux pays africains de faire ce qu'aucun pays au monde n'a fait. L'industrialisation. L'Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe est ravagée, détruite. Est-ce que l'esclavage, la traite négrière, la colonisation, par association d'idées, par analogie, par symétrie, ne pouvaient pas exiger que ceux qui ont détruit l'Afrique puissent faire le même plan. Monsieur Bikim, pourquoi vous ne répondez pas à ma question? Je suis en train de vous répondre. Ah, moi je ne trouve pas encore. Je suis en train de vous répondre. D'accord. Le plan Marshall en Europe a permis deux choses.
réindustrialiser les pays, effacer la dette et relance et spécialiser les... D'accord, c'est pas le débat. D'accord. Alors très rapidement avant qu'on arrive à... On demande aux Africains, justement, par leurs propres moyens, justement, de faire tout ça. Vous préférez que les économies africaines restent cloisonnées? Elles ne sont pas cloisonnées. Elles ne sont pas cloisonnées, dites-vous. Elles ne sont pas cloisonnées. Je peux dire un mot. D'accord. Monsieur, je peux répondre, monsieur Biquet? Très rapidement. Non, mais ce n'est pas une réponse directe, parce que je crois que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Quand je me définis comme libéral, c'est un libéral de pensée. Ce n'est pas un libéral au sens purement économique. Ou entrepreneurial, oui, c'est ça. Libéral de pensée, parce que je suis de l'école des Raymond Aron, etc. Ça, c'est la chose que je vais simplement indiquer. Sur le fond, je crois qu'il faut être sérieux, si vous voulez. Il ne faut pas tout mélanger. Quand on parle d'une zone de libre-échange, on est en fait en conformité avec tout ce qui se fait dans le monde. Vous ne pouvez pas avoir un fonctionnement... Donnez-moi votre... Attendez, s'il vous plaît, monsieur Biquet. S'il vous plaît, monsieur Biquet. Donnez-moi une définition sur laquelle vous fondez vos propos. S'il vous plaît, monsieur Biquet. Vous dites c'est pas sérieux. Quelle est votre définition de quoi? Moi, j'ai donné... Définir quoi? Une zone de libre-échange, c'est quoi? Alors, attendez, bon, donc... Je l'ai défini. Si je peux me permettre... Oui, s'il vous plaît. Définissez. Moi, je vous ai écouté poliment. Non, définissez. Non, mais il faut définir, non. Non, il vous a laissé. C'est très sérieux. Il vous a laissé vous dites, attendez, vous dites c'est pas sérieux. Vous dites c'est pas sérieux. Vous dites c'est pas sérieux. Je vous ai laissé parler. Mais c'est ça, s'il vous plaît. Monsieur Bikim, vous laissez monsieur Yinda finir, s'il vous plaît. Voilà. Donc je crois qu'il faut être extrêmement sérieux, qu'il ne faut pas mélanger les problématiques. La question du plan Marshall est une question, la question de la mémoire et puis des réparations liées à l'esclavage ou à la colonisation, c'est un autre débat. Voilà. Si vous voulez... il n'y a pas d'impact de corrélation entre l'Europe d'aujourd'hui et le plan Marshall. S'il vous plaît, monsieur Bikim. Dites-moi qu'il n'y a pas d'impact entre le plan Marshall et ce que l'Europe est devenue aujourd'hui. Vous laissez monsieur Yinda finir, une seule question, dites-moi qu'il n'y a pas d'impact. Vous laissez monsieur Yinda finir, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un impact, oui ou non? Monsieur Bikim, vous laissez monsieur Yinda poursuivre, s'il vous plaît. Très rapidement, monsieur Yinda. Oui, enfin, c'est un autoritarisme qui confine un peu à l'infantilisme. Je dois dire simplement, si vous voulez, qu'il ne faut pas mélanger les débats. Même si ce qu'il dit a une part de légitimité, je peux bien le concevoir, mais ce n'est pas le sujet. De quoi on discute aujourd'hui? C'est de la capacité de l'espace économique africain à être intégré ou à devenir intégré. C'est de ça qu'il est question. Et donc la question est de savoir, est-ce que les acteurs de l'Afrique sont capables de mettre en œuvre cet espace? C'est ça la question. Et ma réponse est oui. Je vais même plus loin. Vous ne pouvez pas le faire sans les préalables. Il y a des préalables. S'il vous plaît, monsieur. Mais vous étiez contre le principe. Il y a des préalables. Très rapidement, quelques secondes, on marque une courte pause. Donc je crois que c'est tout. Donc d'abord, au niveau de la volonté, je pense que c'est peut-être la chose qui manque le plus. Il faut qu'il y ait une volonté pour qu'on avance dans cette direction-là. Là, on en voit les prémices déjà. Tout à fait. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je peux peut-être vous décevoir, mais je trouve que c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique. La deuxième chose, monsieur, dont il faut avoir conscience, quand vous voyez l'architecture des marchés au niveau mondial, observez comment ça se présente. Le monde est devenu multipolaire, même au niveau purement économique. Je ne suis pas favorable à l'économie. Je ne suis pas favorable justement à la toute-puissance de l'économie. Mais il faut être réaliste, observer ce qui se passe et en tirer toute la leçon. Ce sont les zones de libre-échange aujourd'hui qui sont devenus le modèle vers lequel se dirigent la plupart des espaces économiques continentaux. Si vous citez l'ASEAN, c'est un bel exemple, mais observez dans quelle direction s'oriente cet espace économique. Observez. Et tout le monde est dans cette direction. C'est pas une zone de libre-échange. Messieurs, je vous propose une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission qui sera consacrée justement aux différents organes dont peut se prévaloir, dont doit jouir aujourd'hui l'Union africaine pour être plus efficace en Afrique comme dans le monde. À tout de suite. L'affrontement qu'il y a entre